Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose un format un peu plus long que d'habitude où je vais détailler la mise à jour de l'analyse de téléperformance. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner mon objectif de cours sur téléperformance. On commence tout de suite avec la mise à jour de l'analyse de téléperformance. Alors, la présentation de l'entreprise, maintenant vous commencez un peu à connaître. Donc Téléperformance opère dans le secteur des centres d'appel, de l'expérience client, de la gestion du processus métier, autrement appelé BPO, et de transformation digitale. L'entreprise a été fondée en 1978, elle opère tout autour du monde et elle offre des solutions de support également en multilingue, des activités de vente, de marketing digital, de gestion de réseaux sociaux via la modération, et elle se diversifie depuis quelques années dans les services spécialisés, on va détailler ça plus tard, mais il y a des services tels que les demandes de visa ou l'interprétariat par exemple. Téléperformance est connue pour son expertise dans l'amélioration de l'expérience client à travers des services omnicanaux, téléphone, donc c'est la voix, l'image, la vidéo, les bots, etc., en intégrant des technologies innovantes comme l'intelligence artificielle et l'automatisation. L'entreprise possède une présence mondiale significative, avec des opérations dans plus de 80 pays, ce qui lui permet de proposer des services localisés, tout en bénéficiant des avantages de l'échelle globale. L'intelligence artificielle représente une menace croissante pour l'industrie des services externalisés. Évidemment, le marché a réagi en dévalorisant fortement la société et tout le secteur d'activité. Par exemple, Concentrix a des multiples aussi faibles, Titech Holdings a été massacré par le marché, il y a TELUS International pareil qui se fait défoncer. Le marché craint que les activités traditionnelles soient rendues obsolètes par les capacités croissantes de l'IA à automatiser des tâches autrefois réservées aux humains. Téléperformance, qui repose principalement sur des compétences organisationnelles et les technologies de l'information, se trouve dans une position vulnérable car ne possède pas d'actifs tangibles qui pourraient lui offrir une marge de sécurité financière face à cette disruption. En effet, on va le voir plus tard, mais c'est beaucoup d'intangibles, Téléperformance, donc s'il y a besoin de faire du cash en vendant des actifs, elle pourra rien vendre. Présentation du chiffre d'affaires, la croissance de Téléperformance. Donc en 2023, Téléperformance a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 8,3 milliards, en croissance de 1,7% en données comparables. En effet, Téléperformance opère dans des pays où il y a de l'hyperinflation, par exemple en Égypte, au Mexique, donc il faut ajuster pour ces variations. Et la croissance organique ajustée pour exclure l'impact des contrats liés à la pandémie de Covid-19 et au retraitement des effets de l'hyperinflation fait que la croissance en publié est de 5,1% pour 2023. En effet, il y a eu des contrats Covid en fait par les gouvernements. Quand on était positif à un PCR, on était appelé par quelqu'un d'un centre d'appel de Téléperformance. Donc ici, on voit l'évolution du chiffre d'affaires. En médiane, ça croît quand même assez vite sur 10 ans, à 14%. Mais en 2024, là on est en doucement glissant, 2023-2024, on a eu un bon ralentissement, et puis là il faut pas oublier que c'est de la donnée qui intègre les acquisitions qu'on voit ici, donc en fait la croissance comparable, elle, est beaucoup plus faible. On l'a vu plus haut, en 2023 c'est 1,7%, pour 2024 le management s'attend à entre 2 et 4%. Alors, l'activité de Téléperformance, c'est deux segments d'activité. On va commencer d'abord par la répartition géographique de l'activité cœur, traditionnelle, et de services digitaux. La zone Amérique du Nord et Asie-Pacifique, c'est 2,5 milliards, avec une croissance organique de moins 1,4% en 2023. Donc la zone elle souffre d'une légère contraction de l'activité en 2023, à cause de la baisse des investissements des entreprises et des effets de change défavorables. Il faut noter que toutefois il y a une croissance dynamique en Asie-Pacifique et en particulier en Chine, c'est à contre-courant de ce qui se passe pour la Chine sur d'autres métiers que l'expérience client. En zone Amérique latine, c'est 1,5 milliard, croissance organique de 0,5%. Il y a un impact des devises sur la croissance, notamment le peso mexicain. Et il y a eu une moindre activité sur la zone, sur le Mexique et la Colombie, qui sont des centres en fait qui gèrent l'Amérique du Nord, mais des centres nearshore. En zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, on a 2,5 milliards avec une croissance organique de 8%, si on retraite les contrats Covid qui sont arrivés à expiration en 2022-2023. La zone a bénéficié d'une croissance soutenue grâce à l'activité multilingue et au hub de développement. Si vous regardez LinkedIn, il y a énormément d'offres en Grèce, notamment, donc ils sont en train de développer des centres nearshore pour l'Europe en Grèce,
évidemment le coût du travail est beaucoup plus faible, et en Égypte c'est la même. En Égypte il y a un problème par contre d'hyperinflation. Ici on va regarder, donc là vous avez le détail de la répartition du chiffre d'affaires de l'activité Core Services et services digitaux. Donc c'est assez bien réparti. En termes de donc canaux d'interaction, bon ça c'est moins intéressant. Par contre en termes de type de service, on voit que c'est quand même 63% c'est relations clients et citoyens. Donc là c'est du pur centre d'appel, que ce soit pour des clients ou les citoyens qui ont des demandes. Donc ça c'est pour les contrats publics. On a 11% de support technique, donc ça c'est pour du support technique pour les logiciels, pour le SaaS. 10% d'acquisition client, pareil c'est pour le SaaS ou d'autres services de marketing externalisés. Trust and Safety, donc ça c'est la modération de réseaux sociaux. Back Office BPO, c'est l'externalisation de processus métiers. Donc par exemple on a le recouvrement de dettes qui sont typiquement faits dans ces centres d'appel. Et du conseil opérationnel, donc ça c'est Tipeee, ils ont une branche conseil, le nom m'échappe mais c'est leur branche de conseil en digitalisation. Maintenant la répartition d'abord le service spécialisé, croissance significative de 16%, donc ça c'est impressionnant, 1,3 milliard. La performance est due à la forte croissance des activités de LanguageLine Solutions, qui est leur service d'interprétariat, et de TLS Contact, qui est leur service de gestion de visa. Donc il y a une forte demande après le Covid, et on voit que l'interprétariat, ça se répartit en plusieurs canaux, mais c'est majoritairement du téléphone, donc interprétariat en direct par téléphone. C'est souvent des contrats publics où un pays légalement doit mettre à disposition de quelqu'un qui ne parle pas la langue locale un interprète pour pouvoir faire les démarches administratives. On voit que la répartition c'est surtout à 70% des langues européennes, et on voit que par secteur d'activité c'est 56% de la santé. En effet, s'il y a des services de santé, c'est-à-dire que souvent des entreprises souscrivent à ce service pour leurs employés qui peuvent appeler, avoir accès à quelqu'un qui en direct pourra faire un diagnostic. On n'a pas le détail de toutes les activités de Specialized Services, mais LanguageLine Solutions et TLS c'est les principales activités, et on peut conclure en notant que l'acquisition de Majorel pour 3 milliards d'euros contribue à 2 mois de chiffre d'affaires en 2023. On regarde ici, Majorel, voilà, ça représente donc 5%. Ici, quand on regarde Majorel, en fait, c'est dilué sur plusieurs secteurs d'activité, beaucoup en Europe, il me semble. Passons maintenant à l'analyse du portefeuille d'activité. Donc là, c'est une analyse selon la matrice BCG. On a vu qu'il y a 2 grands segments d'activité, donc l'activité traditionnelle et de services digitaux. Donc, cette catégorie a une croissance modeste, on l'a vu, hein, c'est 1%, 2%. Par contre, les free cash flow sont énormes. En effet, il n'y a plus besoin d'investir dans cette activité qui est en décroissance, ou en tout cas en stagnation. Donc on peut tirer les free cash flow, et ça, par définition, ça nous fait penser à Cashco, la vache à lait. Donc le but pour cette activité, c'est défendre les parts de marché, d'où l'acquisition de Majorel par exemple, qui est purement un mouvement défensif, tirer les free cash flow d'activité et les mettre ailleurs. Donc comment on défend les parts de marché? Comme les clients sont très durs sur les contrats et sur les marges, enfin sur les coûts, on délocalise dans des pays nearshore ou offshore. Donc nearshore par exemple pour l'Amérique du Nord ça va être Mexique, Colombie, et l'offshore ça va être un des Philippines. Ça permet d'interagir en anglais et en espagnol. L'avantage, donc double effet sur cette tendance de nearshorisation, offshoreisation, le chiffre d'affaires baisse puisque les prix sont tirés vers le bas. Par contre les marges augmentent puisque les coûts donc le prix de vente est plus faible, mais les coûts sont encore plus faibles puisque on fait travailler une main d'œuvre qui est beaucoup moins chère. Donc ça permet de préserver les marges et donc une bonne génération de free cash flow. Et ces free cash flow, on va voir ensuite ce qu'on en fait. On a la deuxième activité, c'est services spécialisés, on l'a vu, donc interprétariat, gestion des visas, etc. Ça, c'est une étoile. En effet, on est sur une marge très élevée, une marge opérationnelle de 30% en 2023, donc ça c'est très bon. Et les taux de croissance, on l'a vu plus haut, de 16%. Donc ça, c'est typiquement une étoile qu'on doit alimenter en cash. Donc ici, la stratégie est très claire. On a 2 activités. Le diagramme qu'on voit en dessous représente ceci. On voit que sur l'activité cœur, on est quand même leader du marché. Téléperformance reste le numéro 1. Et il a fait le rachat de Majorel pour conserver ses parts de marché face à WebHelp qui a racheté
face à Concentrix qui a racheté Webhelp. Ça, c'était purement un mouvement défensif. Donc le marché a pas aimé parce que oh là là, on est sur une activité mature, il continue à investir dans une activité mature. Mais en fait, en termes de stratégie, c'est pas si bête. On maintient la part de marché principale, on maintient sa part de marché de leader, qui permet ensuite de fixer les prix. Et comme on a les coûts les plus bas, puisqu'on est leader, ça c'est la stratégie typique, enfin c'est ce qu'on apprend au BCG, on a des free cash flow qui sont générés, puisqu'on a une bonne rentabilité. Ces free cash flow, on les prend, on les envoie sur service spécialisé, qui lui, ce segment d'activité a besoin d'énormément d'investissement. Comme il croit à 16%, en fait il faut prendre cette rentabilité, ces 16% de rentabilité, et les injecter dans les services spécialisés, et si besoin mettre de la dette. Si on a un surplus de cash, on le rend aux actionnaires. Donc on gère la décroissance sur les activités service cœur et transformation digitale, et on alimente les services spécialisés, et on retourne du cash aux actionnaires pour dérisquer le dossier, pour aussi rassurer les actionnaires qui ne se disent pas oh là là il y a du cash, ils injectent tout le cash, mais si ça se trouve ça va pas marcher cette stratégie d'investissement, et du coup en fait ça va couler et j'aurais pas vu mon cash. Donc très clair cette stratégie, et ça fait parfaitement sens. Évaluons maintenant la performance financière de l'entreprise. On va regarder les taux de marge. Ici, donc le taux de marge brut il est à 31%, donc en absolu c'est pas très élevé, mais c'est un secteur qui est très compétitif. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel dans ce type d'activité. Il faut juste être les meilleurs sur les coûts et sur les savoir-faire. Donc, on est dans la moyenne du secteur pour le taux de marge brut, un peu plus faible que Concentrix qui est à 36%. Mais ça reste dans la moyenne du secteur. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il est plus élevé que celui de Concentrix, de 0,5 points. Bonne efficience opérationnelle. Voilà, 16% d'EBITDA, c'est très convenable. Et le taux de marge net, il est à 6,5%, donc ça peut paraître faible, mais sur le secteur d'activité, c'est en fait absolument la norme, puisque c'est quand même un marché un peu de radin, surtout les centres d'appel où les marges sont faibles. Concentrix a un taux de marge net de 2,5%. Voilà, parce que sur la dernière publication, ils ont eu des coûts exceptionnels d'intégration de Webhelp, coût que n'a pas eu, au moindre coût qu'a eu Téléperformance pour l'intégration de Majorel. Le taux de marge net, en fait, il n'a pas trop de sens, il faut regarder plutôt le taux de free cash flow, de marge de free cash flow qui est plus élevé pour les deux acteurs. De toute façon, ce taux de marge net, il est assez stable, on est quand même relativement loin du seuil de rentabilité, donc voilà, on n'est pas sur une activité d'énorme qualité, mais la gestion opérationnelle est assez bonne pour maintenir une bonne génération de cash. En dessous, on voit que les bénéfices nets sont inférieurs au free cash flow, donc les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets sur 10 ans, et donc ça c'est plutôt bon signe. L'entreprise, elle amortit ses intangibles, les logiciels, la base client, donc ça il faut garder ça dans le bilan. Mais en tout cas, c'est bien, c'est toujours mieux quand ça se passe dans ce sens-là, quand les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Et finalement, la rentabilité de l'entreprise, il faudra en juger par rapport à ses free cash flow et pas par rapport aux bénéfices par action. On voit que la rentabilité opérationnelle en médiane est à 9%. Actuellement, on est sur cette médiane-là. 9%, c'est convenable, surtout si on compare à un coût moyen pondéré du capital à 5,5%, donc ça c'est estimé par GoFocus. Donc je sais pas si c'est vraiment une estimation très précise, mais en tout cas, la différence est positive, ce qui indique que l'entreprise crée de la valeur pour l'actionnaire. Donc ça c'est très bon, 9% de rentabilité opérationnelle. Ça veut dire aussi que c'est pas suffisant pour alimenter la croissance des services spécialisés, c'est pour ça qu'il y a aussi de la dette qui est utilisée. Si on fait une analyse, une interprétation globale de ces taux de marge et de ces ratios, on voit que Téléperformance est finalement une entreprise qui est solide opérationnellement, bien gérée. Elle a des taux de marge qui sont comparables ou supérieurs à la moyenne du secteur, c'est normal, on est leader. Et donc l'entreprise peut fixer les prix. On voit que l'entreprise est aussi très forte en génération de free cash flow. Toutefois, le secteur n'offre aucun gage de stabilité, évidemment, puisqu'il est disrupté par l'intelligence artificielle et également il est très concurrentiel. Donc, le management est quand même assez fort pour arriver à générer des free cash flow aussi élevés. Passons maintenant, donc, analyse de la situation financière, c'est-à-dire du bilan de l'entreprise. Ce qui est frappant dans ce bilan, c'est qu'on voit que une énorme partie des actifs, la moitié, c'est
du goodwill, plus des immobilisations incorporelles. Donc, c'est ce que je disais plus haut, il n'y a pas d'actifs tangibles qui viendraient un peu dérisquer ce bilan. Donc là-dessus, c'est que de l'exécution opérationnelle, de l'excellence opérationnelle, du savoir-faire, et c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait vendre si besoin, s'il y a des besoins de liquidité importants. Donc ça, il faut le garder en tête. Ensuite, ça figure pas ici, mais il n'y a pas de graphique, mais si on regarde la dette nette, donc il faudrait recalculer la dette nette ici, mais en fait elle se monte à 4,4 milliards d'euros. Ça représente 2 fois l'EBITDA 2024. Après l'acquisition récente qui a eu lieu de ZP, le management a confirmé qu'il resterait à ce niveau-là sur 2024. De toute façon, l'acquisition serait finalisée qu'en début 2025. Ce qui nous donne un levier de 2 fois. Donc c'est convenable comme levier, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas risqué non plus. Le management a l'air aussi confortable avec ce niveau d'endettement. Donc, à mon avis, ils vont pas prioriser le désendettement pour la suite. Ils préfèrent rendre du cash aux actionnaires, faire des acquisitions, plutôt que se désendetter rapidement. Ça, c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend à quel taux on s'endette. Le taux moyen, il me semble, de mémoire pour Téléperformance, c'était entre 4 et 5%, c'est quand même assez élevé. Mais bon. Le ratio de Quick, ça c'est le ratio de liquidité qui nous indique si l'entreprise est en capacité à faire face à ses obligations, face à ses créanciers à court terme avec ses actifs liquides. Donc on voit qu'il est au-dessus de 1, et là il est à 1,2. Avant il était beaucoup plus élevé que ça, et là il tend à diminuer. Donc c'est quand même un élément à surveiller pour voir si l'entreprise n'a pas des problèmes de liquidité à court terme. Moi j'ai confiance dans le management pour faire ce qu'il faut pour avoir une bonne solvabilité, mais c'est quand même un élément à surveiller dans les prochaines publications. Perspectives de croissance et objectifs futurs. Donc, dans les perspectives que le management communiquait pour 2024, on avait une augmentation de la marge d'EBITDA et on avait une croissance de entre 2 et 4% en comparable, c'est-à-dire incluant l'acquisition de Majorel. L'idée, c'est, comme je le montrerai plus haut, continuer à défendre ses parts de marché sur l'activité traditionnelle, mais surtout viser l'expansion des services spécialisés, puisqu'ils ont une forte marge, une marge plus importante que l'activité traditionnelle à 30%, et également une forte croissance. Donc l'acquisition qui a eu lieu de 2ZP en novembre 2024, ça va typiquement dans cette stratégie-là. Et ça a été mal reçu par le marché, mais comme d'hab, à chaque fois que Téléperformance fait un mouvement stratégique, à mon avis, c'est pas une démarche qui est si stupide que ça. On l'a dit, l'émergence de l'intelligence artificielle présente un défi pour l'industrie et pour l'entreprise, mais Téléperformance cherche à intégrer aussi dans ses process. Et ça lui permet de défendre son activité traditionnelle et la nouvelle activité de service spécialisé. Donc l'idée c'est d'intégrer de l'IA, des chatbots, aider les employés des centres d'appel en leur fournissant d'accès à des chatbots qui répondent rapidement aux questions avec les données de l'entreprise, avec les données du client. Donc ça vise à augmenter la productivité. Ça sera pas révolutionnaire, à mon avis, on va pas sortir une révolution d'un logiciel révolutionnaire d'intelligence artificielle, mais ils l'intègrent dans leur processus, et ça, c'est plutôt bon signe. Ils ont conscience quand même qu'il faut monter en qualité dans les services rendus et en productivité grâce à l'IA. Passons à l'étape valorisation de l'entreprise. Moi, je vous rappelle que je suis un investisseur value, donc je ne fais aucune prévision sur la croissance. Sur Téléperformance, on a vu qu'une croissance de 2 à 4%, finalement, c'est quasiment pas de croissance, donc on ne tient pas en compte de la croissance pour la valoriser. L'entreprise est assez endettée, 4,4 milliards de dette nette, on a vu. Donc, pour la valoriser, il vaut mieux utiliser le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Et actuellement, on est à 5,5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA des 12 derniers mois. C'est inférieur à la moyenne historique de ce ratio sur 10 ans, qui est de 13 fois. Si on se fie à ce ratio-là, on est sous-évalué de 50%. Maintenant, on va plutôt être conservateur. On va prendre plutôt la médiane de la valeur de ce ratio entre octobre 2022 et novembre 2024. Pourquoi octobre 2022? C'est la date de l'apparition officielle de ChatGPT, la sortie officielle de ChatGPT. C'est un peu à ce moment-là que l'entreprise a commencé à être massacrée, mais il n'y a pas que ChatGPT qui a pesé sur le cours. Si on prend la médiane de cette période-là, elle est à 6,5. Actuellement, donc on a du 5,5. On a une décote de 20%. Donc il y a une marge de sécurité. Maintenant, si on ne prend pas en compte la dette,
et qu'on considère les free cash flow, c'est encore mieux. Le price to free cash flow 12 mois glissant, il est à 3,9. Donc, on est entre 25 et 30% de rendement des free cash flow. C'est énorme. La médiane sur octobre 2022, novembre 2024, c'est 7,4. À nouveau, on a presque 50% de décote. Pour moi, il y a donc une marge de sécurité sous ce titre à ce prix-là. Un autre élément pour estimer la marge de sécurité, pour voir s'il y a une marge de sécurité, c'est le reverse DCF. Donc, le DCF classique, le discounted cash flow, l'idée c'est d'actualiser les cash flows futurs avec un taux d'actualisation. Moi, je ne fais pas de prévision sur la croissance des free cash flow, donc je vais plutôt prendre la démarche inverse, c'est dire au prix actuel, qu'est-ce qui est intégré dans la valorisation du titre en termes de croissance des free cash flow. Et là, l'idée, c'est de se dire, je veux un rendement des free cash flow de 20%. Actuellement, l'entreprise cote à 88 €. Les free cash flow 2023, ils sont plus élevés en 2024, étaient de quasiment 19 €. À ce prix-là, qu'est-ce que valorise le marché? Le marché valorise une décroissance de 1,2% des free cash flow. Absurde, on a une croissance des free cash flow. Donc, il y a une marge de sécurité à ce prix-là, sauf si on est d'accord avec le marché et qu'on se dit que l'entreprise va mourir. Donc là, l'heure de vérité, ça sera à la publication des résultats annuels. On verra si les free cash flow sont en baisse, mais à mon avis, ils ne le sont pas. Donc il y a peut-être une marge de sécurité sur cette valorisation-là. Concluons l'analyse. Alors, le cours de l'action de Téléperformance, il est un plus bas, suite à la hausse la forte hausse liée à la période pandémique, où il y a eu des contrats exceptionnels pour le Covid. Il y a eu également l'émergence de l'intelligence artificielle qui a pesé sur le cours. L'entreprise, pour défendre ses parts de marché, a fait une acquisition de Majorel pour 3 millions d'euros. Pour rappel, l'entreprise Majorel avait été acquise à un PER de 10. Ça me semble pas trop surévalué. Ce mouvement-là a été vu comme un mouvement défensif. Ça, je suis d'accord, c'est un mouvement défensif pour garder les parts de marché. Mais ça a permis de rester leader devant Concentrix, qui a fait exactement le même mouvement avant. Cette position de leader, ça lui assure un pouvoir de fixation des prix, ça lui assure du coup un bon niveau de rentabilité, qui lui permet d'injecter des free cash flow dans l'activité service spécialisée qui est en forte croissance. Le marché, lui, déteste l'incertitude, évidemment, il va toujours très vite en besogne et il est en plein toujours dans la hype de l'IA, donc il massacre tout le secteur d'activité. Les multiples de Concentrix, de TLS International, de T-Tech Holding, de TaskUs, ils sont tous massacrés, et c'est pour la même raison. Si on se place sur ce dossier, si on s'intéresse à ce dossier, c'est qu'on est contrariant. On joue plutôt le succès, moi je joue le succès moins rapide qu'escompté des applications d'intelligence artificielle. Je crois à la révolution intelligence artificielle, mais par contre, je crois pas que le marché va mourir à cause de son émergence. On a vu que la valorisation de l'entreprise embarque cette incertitude, puisque on embarque une décroissance des free cash flow, et pour dérisquer le dossier, le management rend du cash aux actionnaires via des dividendes. On a eu 227 millions d'euros de dividendes en 2023, et des rachats d'actions pour 500 millions d'euros entre 2023 et 2024, ce qui permet de racheter entre 5 et 10% du capital. Mise en garde toutefois, il n'y a pas de marge de sécurité supplémentaire sur les actifs de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas d'actifs tangibles. Dernier point à noter, l'action est extrêmement vendue à découvert, à 10% quasiment du capital. Deux choses, soit les short-sellers ont raison et le business va mourir, dans ce cas-là on va se faire une fortune, soit ils ont tort, et dans ce cas-là, une bonne surprise, ou même à mon avis, une publication conforme aux prévisions du management, va les conduire à se racheter, et ça fera un short quiz sur le titre. Donc, il y a un potentiel d'accélération supplémentaire. Pour faire cette analyse, je me suis basé sur les rapports annuels de Téléperformance, les publications trimestrielles et semestrielles. À noter toutefois que les publications trimestrielles, c'est que des points d'activité, il n'y a pas les informations complètes comme le bilan, comme le tableau de trésorerie. Je vous invite aussi à consulter les conférences investisseurs et les replays. Pour les conférences investisseurs, je vous recommande Quarter, qui est très très bien faite, qui agrège tous les conférences call des boîtes que vous suivez. Pour les métriques financières qui sont affichées dans cet article, j'utilise Coifin, qui est très bien fait également. C'est tout pour cette analyse, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ai dit que je vous donnerai mon objectif de cours pour cette boîte, à moi à long terme. L'objectif de cours pour moi c'est 210 €. À partir de ce moment-là, je commencerai à vendre mes titres. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.